Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. Durant les années 70, la musique et le chant breton connaissent une renaissance et accompagnent à nouveau le fait social. Mais ce désir de retrouver une identité est une réalité insaisissable, moins idyllique que le mythe qu'on en a fait. Le revivalisme a ses limites. On aurait pu penser que les années 70 allaient tout stabiliser, que tout allait renaître. En fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Quand Paris a décidé que bon, ça suffisait, que le citron avait été pressé, il fallait peut-être que ça s'arrête d'une façon ou d'une autre pour qu'on revienne à l'essentiel. Effectivement, on est revenu à l'essentiel de la Bretagne. Encore une fois, moi, je suis revenu à l'essentiel de moi-même. Je me suis senti d'ici encore plus fort qu'avant. Ça, je crois que c'est peut-être ce que je retiendrai le plus des années 80. Ces années 80, finalement, peut-être que médiatiquement, ça a été une traversée du désert, mais je crois que profondément, pour beaucoup de gens en Bretagne, j'en suis persuadé, ça a été au contraire une bouffée d'air pur et quelque chose qui nous a fait beaucoup de bien. Les années 80 n'ont pas la force médiatique de ce qui s'est passé précédemment, n'ont pas l'explosion qui a lieu, et tant mieux, dans les années 90, mais il n'y a pas non plus de traversée du désert. Les festivals comme l'Orient restent quasiment le premier grand festival français. La musique bretonne ne se porte pas si mal, les festounos restent néanmoins nombreux, les pratiquants aussi. On commence à tenter des nouvelles associations comme le jazz et les bagadous par exemple. Et c'est une époque de digestion en fait de l'ensemble des choses qui va effectivement bien pouvoir amener la formation des jeunes. Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. À l'heure précise. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Nous avons tous combattu, espéré, rêvé. Nous voulons tous que ce pays change. L'arrivée de la gauche au pouvoir dans les années 80 a complètement bouleversé les structures sur lesquelles on s'appuyait pour chanter, quoi. Moi, je chantais beaucoup, j'étais invité par des associations pour faire des spectacles. Des associations qui militaient justement pour les mêmes choses que moi. Et quand Mitterrand est arrivé en 81, il a libéré les prisonniers politiques bretons, il a arrêté le camp du Larzac, il a arrêté la centrale atomique de Plogoff et il a aboli la peine de mort. Mais toutes ces associations-là ont dit, bon, bah ça y est, alors maintenant on va voir, laissons-les faire. Et puis il y a eu une démobilisation des associations qui ont effectivement arrêté de faire des spectacles et on a eu des problèmes pour tourner. J'ai fait des petites salles où j'étais seul. Je me suis retrouvé seul devant les gens et ça m'a fait beaucoup de bien en fait. Je me suis plus retrouvé tribun, porte-parole, je me suis retrouvé fraternellement avec les gens. Directement avec eux. Je sais pas, je me suis rendu compte que finalement, justement, les gens n'avaient pas besoin d'un tribun qui leur assène des trucs sur la tête, ils avaient besoin de se retrouver simplement avec quelqu'un qui leur chante des trucs, qu'il est le seul à chanter comme ça, c'est tout, et puis voilà, point final. Le contrat que j'avais avec Phonogramme s'est arrêté. Et puis après ces années qu'on appelle des années fonds, il y a une décennie d'années formes. Ce qui est assez logique, il y a balancier, paf, qui repart. Alors ça a été les années look. Alors on inventait cette expression extraordinaire, chanson à texte. Ah, vous faites des chansons à texte? Ben non, alors. Ce que disaient des proches, une chanson qui n'est pas à texte, qu'est-ce que ça peut être? C'est absurde. Une chanson, elle est à texte ou il n'y a pas de chanson. Même si le texte dit rien du tout, c'est un texte. Et lui apprendre la soumission. Pendant cette espèce de traversée du désert médiatique,
tous ces petits groupes de festos qui étaient devenus professionnels, les Blézirus, les Sonoyendu ou Stivell, sur un autre plan, se sont trouvés à avoir beaucoup moins de travail en Bretagne, à part pendant la période estivale, parce que les touristes recherchaient un certain exotisme. Donc ils étaient obligés de trouver d'autres marchés, et ces marchés, ils les ont trouvés en Allemagne, entre autres, dans les pays nordiques, dans ces pays qui avaient perdu un petit peu leur identité et qui retrouvaient en Bretagne quelque chose qui leur semblait intéressant. C'est effectivement dans les années 80 que Blézirus a commencé à aller à l'étranger, en Allemagne, en Hollande, Espagne, Italie, tous ces pays-là que nous visitons régulièrement depuis. Je crois que c'était la période des voyages et des valises faites et défaites, des chambres d'hôtel, mais c'était pas désagréable. Ça a duré 10 ans vraiment plein pot, les contacts avec tous les pays d'Europe, mais c'était 6-7 tournées par an de 2 ou 3 semaines. On était tout le temps sur la route, c'était formidable. Nous avons continué à exercer, à jouer très régulièrement en dehors de Bretagne. Certains ont disparu malheureusement par la force des choses. J'ai continué jusqu'en 84, malgré tout, à me produire un petit peu hors de Bretagne comme chanteur avec des musiciens. Mais mon activité principale, ça, à partir de cette époque-là, était celle de libraire et disquaire à Quimper. Heureusement que le monde est grand. Moi, j'ai vécu en grande partie aux États-Unis, moi, finalement, dans les années 80. À un moment donné, j'en ai eu un peu ras-le-bol. Et bon, bah là, c'est pas à peine quand je continue à sortir un album tous les ans, tous les 2 ans. Et là, pendant 6 ans, j'ai pas sorti d'album, entre l'art du Nouvel Âge et The Mist of Avalon. C'était une période de nostalgie où j'ai eu beaucoup de mal à m'en tirer d'ailleurs, parce que ça m'empêchait d'avancer, ça me retenait un petit peu en arrière. Toutes ces tournées un peu solitaires, un peu difficiles, où j'ai eu pas mal de misère. C'est à la fois l'exil et ça a permis de concrétiser plein de choses, quoi. Parce que c'est à l'étranger je crois que beaucoup de musiciens bretons se sont découverts, ont été acceptés comme tels et n'avaient plus sans arrêt à se justifier. France, Bretagne, folklore, machin. Les gens écoutaient la musique, ça leur plaisait, point final, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a la plupart des musiciens, ceux qui ont pu en tout cas, j'ai fait partie de ceux-là, on est allé jouer à l'étranger. On ne voulait plus de nous en France, entre guillemets, donc on est allé ailleurs. Et c'est très bien. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a permis de rebondir par la suite, car l'évolution de la musique bretonne est aussi dans l'extérieur. Souvent, les musiciens bretons et la population bretonne n'a pas conscience de ces richesses. Moi, je peux vous assurer qu'en Allemagne, j'étais en 84 à Berlin, à Senderfreies Berlin, où on passait de la musique celtique. Au même moment, RIAS, Radio in American Sector, à Berlin, passait de la musique celtique. Ça existait pour eux. Ça existait vraiment en Europe. En fin de compte, les gens continuent à faire exactement ce qu'on a fait dans les années 70. Parce que la démarche, fondamentalement, n'avait pas changé. C'était les racines, la modernité, le métissage, en gros. T'as des groupes comme les Pogues qui arrivent très vite, qui font donc de la musique à la limite un peu celtique, U2 qui en font un peu. Les gens parlent à la limite de musique du monde, parlent de crossover déjà, quoi, dès le début des années 80 en fait. And it's only since the Pogues really have been playing and putting it together again that there's a younger audience now who are rediscovering the fact that you can play this type of music. The reason is that we speeded it up and we fucking put some height into it, you know what I mean? Bah, les années 80, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la suite, point. Médiatiquement, en tout cas, les Jamaïcains, les Africains, voire les Sardes, les Bulgares, etc., donc qui vont finalement dans le même sens. On commencera à appeler ça de plus en plus musique du monde ou world music au lieu d'appeler ça folk ou progressive folk ou ce qu'on veut, quoi. Mais au fond, ça fait que changer géographiquement, point, quoi. Avec les Pogues, U2 ou Simple Minds, la celtitude nous vient de l'étranger. En France, disco, punk, funk, rock l'ont mise aux oubliettes.
Début des années 80 en Bretagne, c'est le rock rennais qui est en vue. Marquis de Sade, les transmusicales, Dao, Niagara. Médiatiquement, la musique bretonne est au creux de la vague. Pourtant, dans l'ombre, elle est toujours vivante. Une recherche, un travail en profondeur s'effectue sur les instruments, le chant, sur la tradition et la modernité. C'est dans les années 80 que Trian a commencé le plus à écrire des choses nouvelles, à écrire des musiques nouvelles, à réfléchir un peu plus sur les arrangements instrumentaux, sur les harmonisations, le travail des vocaux, le fait d'avoir plus de temps pour travailler quand on tourne moins, plus de temps pour réfléchir. Ce sont des choses qui permettent d'engranger une maturité qui ressurgit après. Et pour toute la musique bretonne, les années 80 ont été celles de l'acquisition de la maturité. Ce fut une période qui, bien sûr, ne fut pas médiatique, mais qui fut consacrée à l'approfondissement de ce qu'était la réalité de notre culture et de l'expression musicale qu'on pouvait donc en tirer. Le premier groupe qui a mis en place les fondements de notre instrumentation s'appelle Guers. Ce qu'on avait envie de faire, c'était d'abord de faire se rencontrer la tradition de couple d'Abombarde et du Biniou et la tradition chantée. Le groupe Guers a eu la volonté de faire une musique extrêmement respectueuse des styles d'interprétation locales, avec des formes innovantes, mais quand même très respectueuses de la personnalité, soit d'un style, soit même d'un air en lui-même. Ils ont donné une nouvelle couleur. Et puis surtout, ils sont sortis du carcan du Fest-Noz. Ils ont présenté une musique de concert. C'est quand même exceptionnel. Je me suis intéressé tout de suite à la clarinette parce que c'est l'instrument du Centre-Bretagne, qui a un système musical très très proche du cornadiscan et du chant à écouter. À Benefin, un dut diwar amez, zonge oya me masted de clarinetten ke breizek. Un traun de chanchet tamatam mestra car Benefin un dut zonge oya marsi on dar breizek. Donc zur me pegur ya rems grei pladenou o marat ya ya zezon dra. Et donc tout le monde a travaillé dans des directions différentes. Par exemple, Barzas, qui est parti vers une musique de type musique de chambre. C'est un mélange entre la modernité, une nouvelle présentation de la musique bretonne et la tradition. Le groupe Barzas a été important, je crois, dans l'histoire de la musique bretonne. On s'inscrivait un peu dans la démarche de Guers, aussi de nouveaux arrangements, une nouvelle instrumentation. Des chanteurs, nous étions moi et Éric Marchand, à avoir tenté et ouvert justement quelques portes. Là, c'est en cela que je crois que Barzas a été intéressant. Les années 80 sont une espèce d'immense chaudron où pas mal d'alchimie vont se faire. On voit de plus en plus de musiciens émerger, que ce soit dans le folk un peu finissant, dans le jazz, où les musiciens bretons vont aussi essayer de trouver les ponts entre jazz et musique celtique. Moi, j'avais envie, à ma façon, puis avec mes instruments, mes possibilités, et puis ma culture, j'avais envie de jouer la carte jazz celtique. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai inventé un peu ce terme, jazz celtique. C'était une forme de jazz très écrit, un petit peu avec les influences Zappa, Magma, etc. Notre souci à tous, c'était de faire évoluer cette musique bretonne. Et donc, on a connu le travail de Christine Noguez, on a connu le travail aussi de Molen Fafneck. Et puis, il y a eu des gens comme, à la fin des années 80, comme Jacques Palen avec Celtic Procession, les frères Mollard aussi. Il y a eu de nombreuses créations autour de cette musique qu'on appelait musique fusion entre le jazz et les musiques traditionnelles, une certaine forme de musique celtique, pan-celtique comme dit Stivell. Et moi je pense qu'il y a encore des choses à faire, mais bon, que personne n'est allé jusqu'au bout.
Donc Jacques Pellen a réussi un orchestre de bravoure avec sa Celtic Procession, parce qu'il a réussi à faire un mixage sans que ça soit de la fusion. C'est toujours de la musique bretonne, c'est toujours de la musique de création, et surtout, c'est la musique actuelle de Bretagne. Le travail du festival interceltique pendant ce temps-là était d'être la vitrine de ce qui se passait. C'était d'être le moteur, un moteur de la création. Nous avons créé la symphonie celtique de Stivell, ça a été le Brendan Voyage, c'était le Pilgrim, c'était un certain nombre de choses. Donc nous avons continué notre travail de recherche, de diffusion et surtout à partir du début des années 90, notre travail de communication. En dépit de son silence médiatique, la production musicale bretonne se porte bien. En 70 naît Setar Folk, Droog, Nevenoe, Kellen. Dans les années 80, 2 maisons de production voient le jour. Keltia Music et Cobb Braze, qui reprend Art Folk et Excalibur. Elles confèrent à la musique bretonne une relative autonomie artistique. Pendant que la vague baissait, ils ont tenu certains artistes hors de l'eau, c'est-à-dire que ils ont continué à essayer de produire des choses, même si c'était pas la chose, ça marchait pas aussi bien que maintenant. Il y a une production de disques en Bretagne grâce à ces petites maisons de production qui est énorme, énorme. Il y a pas, je sais pas s'il y a une région en France où il y a autant de production qu'en Bretagne. Dans les années 80, le travail en profondeur de la musique bretonne passe aussi par le collectage. Ces collecteurs ont d'illustres prédécesseurs au XIXe siècle. De la ville marquée, Luzel, Anatole Lebras, Bourgault du Coudray. Dans les années 50-60, ils avaient pour nom Jean-Michel Guilcher pour la danse, Claudine Mazéas, Donatien Laurent et bien d'autres. En 70 et surtout en 80, beaucoup se replongent dans le répertoire pour se ressourcer. Parmi eux, les 2 leaders des groupes phares des années 80, Éric Marchand et Jan Fanch Kemener. Je suis allé d'abord parce que j'avais besoin de me créer un répertoire. C'est surtout pour ça que j'ai commencé à aller voir des anciens qui m'apprennent le répertoire. Puis après, je me suis rendu compte qu'ils avaient des richesses et puis que même dans ce qu'ils disaient ou dans ce qu'ils pouvaient me donner, il n'y avait rien acheté. Et que si ça ne me servait pas là, ça pourrait me servir après pour autre chose. Quelquefois, ça se jouait même sur un vers ou sur une rime ou sur quelque chose comme ça, des choses aussi infimes et aussi petites que ça. Je suis allé à la collecte pour m'enrichir. Pas seulement pour dire, je prends quelque chose comme ça et je le mets dans un bocal et ça ne bouge pas. Parce que je reçois quelque chose aujourd'hui, mais avec mon regard, avec ma sensibilité, je vais forcément trahir ce que la personne m'aura donné. Donc forcément, il y a évolution et il y a création. Un jour, mon père m'avait amené un disque de musique bretonne. C'était un excellent disque sur lequel on trouvait les Sobodek, les frères Morvan. Et je me suis dit, mais voilà, c'est très intéressant de s'intéresser à la musique africaine. Je continue d'ailleurs à m'y intéresser, mais c'est quand même beaucoup plus proche de toi, cette expression musicale. Donc, vaut mieux que tu t'intéresses à ça qu'à autre chose. Puis un jour, j'ai rencontré un excellent chanteur de Cornelis Discount qui chante avec son gendre à ce moment-là, qui s'appelait Manuel Carjan. Son gendre s'appelait Alain Faucheur. Tu te rappelles pas de ça? Si, il me semble, oui. C'est lorsque tu es venu apprendre à chanter ici, ça? Oui, d'ailleurs, sur la photo, là, tu es en train de m'expliquer un air, sans doute, et tout. Oui. Et ça, je ne sais plus. Celle-ci avait dû être prise soit à Caringan, soit à Ploirach. On en parlait l'autre jour avec Michel Thomas. Possible à Caringan, peut-être. Pour deux mois, pour présenter, mais ook veel disque. Een disque woens. Penans pesera du disque idée de Gornen. Mais là, on tourne le but du jour, non? Wie ik appelle vite après. In komt de présenter. Maar nek maat met haar dan. Ik zie mooi me maar.
À partir du moment où vous voulez chanter la musique locale avec des textes qui sont d'une très grande force poétique et d'une très grande beauté poétique, c'est absolument impensable de ne pas parler la langue qui a créé cette musique. Donc j'ai vécu chez Manuel Kerjan et je travaillais avec lui pendant la journée sur la ferme et on chantait ensemble tous les soirs et ce pendant plusieurs mois. C'est une chose qui n'est pas très courante dans le pays ici, mais qui est très courante dans d'autres cultures populaires, c'est d'avoir un maître, c'est-à-dire c'est d'avoir quelqu'un qui va vous transmettre son savoir et une partie de sa vision du monde quand elle touche à la pratique artistique que vous allez avoir. Le travail en profondeur des années 80, c'est aussi la formation. Des écoles naissent partout, autour des bagadous, dans les conservatoires et les écoles de musique. La transmission des traditions passe par l'oral, mais aussi par l'écrit. Le principal défaut, c'est les croches, ce que je disais tout à l'heure. Les générations précédentes ont découvert la musique bretonne par hasard, ce qui est un peu dommage. Et là, il s'agissait de faire en sorte que les jeunes ne découvrent plus leur culture par hasard, mais d'une façon plus systématique, si je puis dire. Pour une fois, peut-être que les différentes musiques n'étaient pas vraiment cloisonnées comme elles pouvaient l'être avant, parce que le conservatoire avant ignorait superbement, ignore toujours d'ailleurs dans ses grandes lignes en général, la musique populaire et la musique bretonne notamment, mais dans les villages justement et dans les petites villes de Bretagne, ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'on s'est retrouvé avec des subventions énormes. On avait des sous, on pouvait payer des gens. Ouf! Nos impôts nous reviennent. C'est remarquable de voir que un gamin dont la famille en fait n'a rien de particulièrement intéressé par la culture bretonne, il apprend à faire de la bombarde. Voilà. Moi d'abord je dis bravo, il y a 3500 sonneurs en Bretagne aujourd'hui. Il y a de nombreuses écoles de musique qui enseignent donc les instruments traditionnels. On parle de plus en plus de grands commerces avec des luthiers. On parle aussi de conservatoires qui ouvrent des classes, des départements de musique traditionnelle. Donc tout va bien concernant l'enseignement de la musique bretonne. Et puis en même temps, je dis moi attention, quoi. C'est-à-dire qu'on apprend à jouer de la bombarde ou on apprend à jouer de la musique bretonne. Ne risque-t-on pas de voir la musique s'enfermer dans les murs d'un bâtiment et ne pas en sortir? Avoir des élèves, c'est bien, mais pourquoi faire? Et pour que faire de notre musique, quoi? Moi, je suis très très confiant dans les années 90 parce que non seulement il y a tout ce boulot qui a été fait dans les années 80, mais récemment j'étais aux éliminatoires du Conarbop, là, quand je vois tous les jeunes qui jouent et comment ils jouent, je me dis que là, je sais pas ce qu'on va faire de tous ces musiciens-là, ça va être terrible, quoi. C'est formidable, quoi. Grâce au collectage, à la recherche, à la formation et à des concours comme le Conarbobl, le niveau musical s'élève considérablement dans les années 80. Une nouvelle génération de musiciens et de chanteurs apparaît, comme Annie Ebrel, Denès Prigent, EV, Red Cardel, Soldat Louis, et les groupes de Fest-Noz, Arreya Wank, Carré Manchot et tant d'autres. On a l'impression d'être un peu des martiens quand on a commencé, nous autres, début des années 80, en disant voilà, on fait du rock celto-finnois, parce qu'il y avait 2 Finnois dans le groupe, et 2 Bretons, et petit à petit on a chanté en breton. Donc le fait de chanter en breton, si on le fait pas, je sais pas qui va le faire. C'est vachement important. Les autres ont une vision folklorisée du monde breton. La réponse, une des réponses, parce que j'ai entendu déjà un peu plus d'une fois, c'est de mettre un disque de V là-dessus et ça, c'est quoi? C'est pas de la musique bretonne? La langue est plus importante que la musique dans l'absolu parce que la Bretagne pourrait se permettre la disparition de la musique bretonne, elle ne peut pas se permettre la disparition de la langue bretonne. C'est-à-dire que la musique disparaîtrait complètement et la langue serait toujours là. Elle créerait une nouvelle musique bretonne. Mais l'inverse, la musique ne pourra pas créer quand même une nouvelle langue bretonne si elle avait disparu, quoi.
À la fin des années 80, malgré ce travail en profondeur, beaucoup d'acteurs de la scène médiatique croient pouvoir enterrer définitivement la culture et la musique bretonne. Faute d'avoir su prendre la mesure et le sens de la remise en cause des grandes idéologies, et malgré la mise en place difficile des écoles diwan, le mouvement breton enfermé dans ses dogmes, sans plus de prise sur les mouvements de masse, coupé de la jeunesse, retourne progressivement à son ghetto. C'est un truc qui passe pas ici, tu vois. Par rapport à les mecs entre 20 et 25 ans, ça passe plus, quoi. C'est les 68 arts à la rigueur qui sont bretons, tu vois, qui sont encore dans le trip Breizou. Fin des années Stivell. Place au rock, à Marquis de Sade, à Étienne Dao, à Niagara. Cruauté des basculements de génération. Mais au-delà, basculement de toute la Bretagne, dans une autre ère. Hélas, pour l'auteur de ce commentaire, début 90, les Marquis de Sade, Dao, Niagara auront quitté le devant de la scène régionale. Et c'est une seconde vague médiatique que connaissent les Breizous 2 ans plus tard. L'héritage des Celtes triomphe. Dan Arbraz et Stivell sont disques d'or. Dénès Prigent est acclamé aussi bien au Transmusical qu'au Zénith. Les Festounos vivent un nouvel essor. Diwan se porte bien et les Bagadous n'ont jamais été aussi nombreux. Grâce à ce travail de l'ombre des années 80, la musique bretonne s'enrichit au contact de la world music et tient désormais sa place dans la grande sono du village planétaire. Enfin, la Bretagne commence, je dis bien commence à exister, comme à la fin du siècle dernier, j'ai envie de dire. C'est souvent les fins de siècle qui font les cocottes minutes qui sont prêtes à exploser. Bon, je ne tiens pas à ce que la Bretagne explose, mais c'est ce qu'elle est en train de faire, en fin de compte, dans le monde actuellement. Et ma foi, je pense que ça n'est qu'un bien. L'important, c'est qu'il reste un petit peu de pression quand on enlève le bouchon.